Et nous sommes en direct. Bonjour, bienvenue à toutes et tous au live meeting du Fourgon organisé par Lita.co, la plateforme citoyenne d'investissement responsable. Et nous sommes en direct avec Charles Christori, CEO et cofondateur du Fourgon. Salut Charles, merci d'être avec nous. Salut Émilie, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau live. Donc moi, c'est Émilie Brosseau. Je travaille chez Lita.co. Donc je suis accompagnée de Madeleine Krings, qui est responsable de levée de fonds chez Lita Belgique. Donc merci Madeleine d'être avec nous aussi. Merci Émilie, bonjour à tous. Je suis chargée de la levée de fonds pour la Belgique. Vous m'avez peut-être déjà eu en ligne ou vu dans un autre live. Merci à tous pour votre présence. Et du coup, moi, je suis responsable de la levée en France. Donc, en effet, on a le plaisir d'accompagner le Fourgon dans sa seconde levée de fonds participative sur lita.co, cette fois-ci en action. Donc, on va vous en dire plus très vite. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil Livestorm, donc vous avez accès au chat en bas à droite de votre écran. Vous avez la possibilité d'interagir, de nous dire bonjour, de nous dire de quelle ville vous vous connectez, de quelle région, de quel pays. Vous pourrez aussi poser toutes vos questions dans ce chat et aussi dans l'onglet dédié. On pourra trier du coup les questions et les poser en direct à Charles dans une seconde partie. Donc voilà, pour rappel, cette levée de fonds est en action. Donc ça y est, oui, il est possible de devenir actionnaire du Fourgon en ce moment même. Donc la précollecte est en cours. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre investissement. Et c'est la première fois que l'entreprise ouvre son capital aux particuliers. Et ce sont 4 millions d'euros qui sont réservés aujourd'hui aux investisseurs français et belges sur la plateforme Lita. Et c'est une opération, donc on va en savoir un petit peu plus, mais qui se fait dans le cadre de la série A du Fourgon, aux côtés d'investisseurs historiques et stratégiques, pour un total de 8 à 10 millions d'euros. Donc on va en savoir plus très bientôt. Je vais te passer la parole, Charles. En tout cas, à date, nous sommes à près de 2 millions d'euros d'investissement réservés à ce jour par un peu plus de 1000 personnes. Vous en faites sûrement déjà partie. Donc cet événement est vraiment pour vous permettre de poser toutes vos questions en direct afin d'investir sereinement une fois que la collecte sera ouverte. D'ailleurs, elle sera ouverte dans les prochains jours, donc tenez-vous prêts, vérifiez bien que votre profil sur Lita est complété et validé pour pouvoir investir en temps et en heure, et vous recevrez un mail top départ lorsque ce sera ouvert. Donc rapidement, ce live durera une petite heure avec une présentation de 15-20 minutes par Charles, et comme je le disais, on aura un temps d'échange ensuite. N'hésitez pas à nous confirmer aussi si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, et si vous voyez bien la présentation, et on va pouvoir démarrer, je pense. Je t'en prie, Charles, si tu veux. On est parti. Commencer. Écoutez, la première question qu'on a généralement tendance à poser, c'est est-ce que vous imagineriez jeter une assiette, une tasse ou une brosse à dents après une utilisation ? Évidemment que non. La question qu'on s'est posée, nous, c'est pourquoi à l'époque, on faisait ça sur les boissons, sur les bouteilles. Pourquoi après avoir consommé une bouteille de coca, pourquoi après pour consommer une bouteille de bière, on l'achetait dans une poubelle qui est la poubelle jaune qu'on connaît tous en France, sauf que la réalité, c'est que cette poubelle jaune, malheureusement, on pense que tout est recyclé et c'est pas vraiment le cas. En France, la stat moyenne, c'est que 26% uniquement du plastique, en tout cas qui est mis dans ces poubelles jaunes, est vraiment recyclé. Le reste est principalement enfoui ou incinéré. Grande majorité est incinéré. Donc concrètement, nos déchets servent à faire marcher des centrales et créer de l'énergie. Donc, nous, on s'est dit, il faut vraiment revenir à ce qui existait avant, c'était le réemploi. Et le réemploi, ça permet d'éviter de jeter, ça permet de laver un produit, comme une bouteille. Et globalement, des 3 utilisations, une bouteille réemployable ou un bocal réemployable est meilleur que son équivalent en plastique. Ça permet grosso modo d'économiser 79% de CO2, 33% d'eau à chaque cycle. Donc nous, on s'est lancé il y a maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans, en avril 2021. Moi, à titre personnel, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai monté une première entreprise sortie d'études il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Addictiz. On était éditeur d'une plateforme SaaS de jeux marketing. Je l'ai revendue à Webedia, un gros groupe digital français. On était très rentable, belle croissance. Stéphane en était le CTO et aujourd'hui le CTO du Fourgon et Maxime nous a rejoint tous les deux, qui est pour moi un de mes amis d'enfance, et lui a travaillé une quinzaine d'années dans toute l'industrie agroalimentaire en tant qu'acheteur.
dans des très gros groupes comme Rocket ou Tereos dans le nord de la France. Et voilà. Et donc on est 3 cofondateurs, mais on est surtout aujourd'hui 320 personnes chez le Fourgon. Ça représente à peu près 240 ETP. Je vous présenterai qu'évidemment on s'occupe de la livraison et donc on a parfois des contrats de 15-20 heures, notamment des étudiants qui travaillent pour nous, d'où la différence des chiffres. Donc nous, on a remis un truc qui existait bien avant qu'on soit né, cette tournée du laitier, du brasseur, qui existait en 1900 et qui a disparu il y a une quarantaine d'années en France. Et on s'est dit, c'est ça qui va permettre en tout cas de remettre en place le réemploi en France. Et on a ajouté une couche digitale. On vient de là. Avec Addictiz, on était éditeur, donc on sait développer des outils digitaux. Et donc, on permet aujourd'hui à nos clients de choisir en tout cas leurs produits préférés sur une application ou sur le site lefourgon.com où vous retrouvez les produits autour des boissons, de l'épicerie maintenant ou de la maison. Le client vient choisir un créneau de livraison et c'est là où on est très fort parce qu'on propose plusieurs créneaux de livraison par jour et donc généralement c'est un créneau de 2 heures, donc par exemple 19-21 et quand les créneaux évidemment sont encore disponibles, la promesse c'est qu'on puisse se faire livrer encore le jour même jusqu'à 2 heures avant le début du créneau. Donc si je veux commander et me faire livrer pour 19-21, je peux avoir la possibilité souvent de commander avant 17 heures. Donc je me fais livrer mes produits chez moi et au même moment, notre livreur va récupérer les caisses avec les bouteilles et les bocaux vides qui reviennent dans nos entrepôts, qui sont donc triés, puis seront nettoyés par un partenaire et remis en service après par un producteur. Et il y a quelque chose d'assez incroyable, parce que moi, je mettais ma poubelle toutes les semaines avec 3 enfants. J'ai 3 enfants encore moins de 10 ans, et je subissais vraiment ces déchets. Et aujourd'hui, ma poubelle, je la mets toutes les 4 semaines, parce que j'ai vraiment diminué mes déchets à domicile. C'est le cas pour la majorité de nos clients aujourd'hui qui voient que directement, par l'effet du réemploi, notre poubelle finalement est extrêmement vide. Alors, comment se passe toute la logistique? Parce que derrière cette belle application, ces beaux produits, il faut opérer la logistique. Et on a en tout cas mis toute la technologie au service de cette logistique-là. Finalement, c'est du flux, donc on sait bien l'opérer. Donc, on va par exemple prendre un producteur de jus dans lequel on va faire un achat d'une palette de jus de pomme, par exemple. Lui se charge évidemment du remplissage. Donc, on achète un produit rempli, conditionné. Ça arrive dans nos entrepôts. Là se passe la préparation des commandes où directement on va pouvoir préparer commande après commande. On peut panacher les produits, c'est livré chez le client. On récupère à ce moment-là les caisses avec les bouteilles et les bocaux vides, comme j'expliquais sur la slide d'avant. On a un taux de retour qui est assez extraordinaire de 97%. C'est quelque chose d'important parce que pour que le réemploi fonctionne d'un point de vue carbone et impact, il faut que le taux de retour soit élevé. Si on était à 50%, on n'arriverait pas à changer la donne. Avec ce taux-là, on est évidemment très très haut au niveau de l'Allemagne, qui n'a pas abandonné le service de consigne. Ça revient dans nos entrepôts, c'est trié. Et donc là, c'est fait en interne. On a investi depuis 1 an dans des lignes de tri qui permettent d'automatiser ce tri de bouteilles et de bocaux qui devient conséquent. Et puis derrière, c'est lavé par un partenaire local où on en a dans l'ouest, dans le nord, dans le sud-est, etc. Et donc le producteur va pouvoir re-remplir sa bouteille à partir d'une bouteille qui a déjà été utilisée 1 fois, 2 fois, et tout ça une quarantaine de fois. C'est à peu près le nombre de cycles que peut faire une bouteille en moyenne, ou un bocal. Alors, au travers du fourgon, on voulait aussi créer une vraie expérience client. Pour nous, c'était hyper important que ce changement climatique qui nous concerne tous, qu'on puisse le proposer avec un vrai service, quelque chose qui fasse en tout cas du sens et qui rapproche les gens. Et donc, on a voulu remettre ce livreur au cœur du service où nos livreurs sont en CDI et donc on se fait livrer avec quelqu'un qui prend le temps de dire bonjour monsieur, bonjour madame, qui prend le temps de répondre à des questions, contrairement à ce qu'on peut voir dans la livraison générale, et on nous le rend très bien parce que on est noté 4,97 sur 5 avec plus de 15 000 avis aujourd'hui sur Trustpilot ou Google, et ça c'est une vraie fierté pour nous parce qu'on arrive à embarquer aujourd'hui énormément de monde, que ce soit au niveau de la presse, de nos clients, de nos futurs utilisateurs, qui se disent c'est génial parce que le fourgon, certes, me permet de réduire mon empreinte carbone, mais c'est un super service et pour ça, c'est important pour nous. Si on parle un peu chiffres, donc après 3 ans de création, donc sur les chiffres de juin, on a fait quasiment 24 millions de revenus annualisés. Ça veut dire qu'on a quasiment fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le mois de juin 2024. Donc on est évidemment très fiers de cette croissance-là.
avec un panier moyen qui a progressé de manière assez forte, notamment depuis 12 mois, je parlerai de l'offre juste après, mais qui a été un accélérateur, qui a atteint 54,10 € sur le mois de juin. En juin, on avait 58 000 clients au total qui avaient déjà fait une commande chez le fourgon. Ce qui est intéressant, c'est que le fourgon, quand on teste, on a à peu près un taux de repeat mensuel, donc de personnes qui font au moins une commande sur l'ensemble de nos clients, qui est l'ordre de 42-43%, 42,3% exactement en juin. Et quand on regarde le trimestre, on est plus proche des 65%, parce qu'il y a parfois des clients qui font une grosse commande, ils se stockent un peu plus parce qu'ils ont de l'espace. Alors, on a eu 19 millions d'emballages sauvés, c'était fin juin. Là, on vient de passer, il y a 3-4 semaines, les 20 millions depuis le début. Et si on regarde mensuel, c'est 1,2 million d'emballages sauvés sur le mois de juin. Donc, ça commence à être des volumes importants. Et je parlais de 240, évidemment, équivalent temps plein chez le fourgon. Pour parler de la gamme, on a trois regards chez le fourgon. On a évidemment un regard de gamme nationale qu'on a démarré parce qu'on pouvait retrouver du Coca ou la San Pellegrino qui était toujours en consigné, qu'on retrouvait en bar, hôtel, restaurant. Et d'autres marques nationales ont récemment rejoint le fourgon comme Lustucru, Michel Augustin et on annoncera bientôt Nestlé dans les prochains jours avec différents produits alimentaires. Mais l'axe qu'on a vraiment développé, c'est le local depuis le début parce que transformer un producteur de jus, c'est beaucoup plus simple lorsqu'il est indépendant local qu'un très gros groupe qui va peut-être mettre 2, 3, 4 ans à changer son outil industriel. Et donc, aujourd'hui, notre offre, elle est à plus de 50% locale. Et le local, pour nous, c'est 150 km autour de notre entrepôt. Alors, je sais qu'il y a quelques Belges qui nous écoutent, je pense. Et nous, on est de Lille. Donc, on a des produits belges qui viennent dans nos entrepôts du Nord. Pour nous, c'est toujours local. Donc, voilà, on a vraiment cette logique de territoire et qui nous permet aujourd'hui de faire monter des producteurs. On en a transformé près de 250 aujourd'hui. Ces producteurs qui, finalement, n'avaient pas accès directement aux consommateurs. On leur donne cet accès-là et on valorise le territoire. Et donc, la bière de Lille n'est pas vendue à l'ouest et ainsi de suite. Et le dernier point, c'est la marque propre qui est plus récente qu'évidemment le local, qui a démarré depuis le début. On a démarré par le lait il y a 18 mois. On est la première entreprise qui a remis en place un lait stérilisé consigné en France, ce qui était vraiment demandé dans différentes régions. On va réitérer le sujet sur le nord de la France très prochainement. C'est live normalement fin de semaine dans les premiers entrepôts. Et on a développé ça sur d'autres catégories. La raison de la marque propre, elle est triple. Elle est à la fois de pouvoir transformer une industrie comme le lait et de pouvoir mettre des moyens, parce qu'on a mis des moyens financiers pour le faire. Elle est aussi, en deuxième temps, sur le fait qu'on arrive à standardiser les contenants. Quand vous regardez la bouteille de jus de pomme, de lait ou de soupe, ce sont les mêmes bouteilles, ce qui fait qu'on a une circularité qui s'opère de plus en plus. Et ça, c'est très important dans le métier du réemploi. Et puis le dernier point, elle est économique. Comme on achète et on garantit des volumes d'achat à un producteur, on arrive à avoir des meilleurs prix. Un meilleur prix et donc une marge un peu meilleure pour nous, parce qu'on a aussi besoin de vivre, mais aussi un meilleur prix pour le consommateur. Donc on sort avec un super produit, meilleur prix. Et la cerise sur le gâteau, on arrive notamment sur cette bière blonde qui est un produit phare chez nous, à avoir une recette qu'on décide. Et ça, on peut dire qu'elle est 100% française, etc. Alors, je parle pour la France, mais évidemment, il y aura des spécificités locales à chaque fois dans ce qu'on veut faire. Le produit en tant que tel a aussi son importance sur le réchauffement climatique et la biodiversité. Notre vision des choses, on a démarré par les boissons, et ça, c'était le début, c'était notre clé d'entrée en avril 2021, mais on a une vraie vision qu'on avait écrite au départ, c'était de devenir ce supermarché zéro déchet. Et donc, cette image, elle exprime pas mal notre transformation depuis maintenant 1 an, avec une capacité de pouvoir à la fois acheter des bières, du jus, mais aussi de la lessive, mais aussi du shampoing, mais aussi des céréales, mais aussi des pâtes, mais aussi ce qui n'est pas à l'écran, de la sauce bolognaise qui vient d'arriver, où demain, l'ensemble des produits qu'on va proposer permettront à une famille de vraiment être 100% zéro déchet. Et c'est vraiment ce qu'on vit chez le fourgon. Et donc, naturellement, on a progressé, on a développé des gammes, on a recruté des personnes qui ont permis en tout cas d'aller travailler avec les producteurs sur ces nouveaux produits. Et économiquement parlant, c'est la courbe jaune que vous voyez à l'écran. Plus on a développé le nombre de références, plus le panier moyen a développé. C'est monté. Et pour nous, c'est essentiel qu'on ait évidemment une valeur de panier moyen qui soit suffisante parce que comme on opère la livraison, plus j'ai de valeur évidemment que je livre, plus évidemment j'ai un modèle qui peut se rentabiliser.
parce que le coût de la livraison sera assez similaire. Donc, c'est tout notre modèle et toute notre force de réussir à le faire. On a coché pas mal de cases depuis ce début d'année, de riz, de pâtes, de légumes, légumineuses notamment, des compotes, des confitures qui sont des best-sellers de plus en plus chez nous, le shampoing gel douche avec un système d'éco-recharge et puis un contenant qu'on lèche chez nous qui est quasiment incassable, des farines, des sucres et puis plein de choses qui arrivent, du déo, des dentifrices qui viennent d'arriver là juste à l'instant, des sauces, j'en ai parlé tout à l'heure, qui arrivent, des fruits et légumes demain, chiens et chats, c'est valable en test dans quelques entrepôts. Donc on veut vraiment nous devenir cet opérateur zéro déchet, ce supermarché zéro déchet en ligne, et c'est ce qu'on vise pour que, évidemment, on permette à la fois à nos clients de consommer zéro déchet avec un seul endroit où faire leurs courses, s'ils le veulent, et puis en même temps, pour nous, économiquement, de faire progresser la valeur, évidemment, par commande, et donc d'atteindre, évidemment, une rentabilité plus forte sur l'entreprise, ce qui est évidemment nécessaire, je vous en parle juste après. Sur la marque propre, on est très fiers parce qu'on arrive à avoir une position de créer les essentiels, la bonne soupe potimarron, un bon rosé, une super compote, etc. Et donc, on a créé ces gammes d'essentiels. Et en 18 mois, c'est assez fulgurant, c'est qu'on est passé de 0 à 18% de nos ventes mensuelles. Et donc ça, c'est un vrai impact sur la puissance de la marque, qui est très forte aujourd'hui chez nos consommateurs. On arrive à être à table, pas que dans le service, et d'aller probablement demain transformer d'autres sujets sur les recettes que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, donc c'est un vrai élément. On pense que d'ici à la fin de l'année, on s'approchera des 22-23% sur la marque propre, parce que notamment le lait arrive dans le nord de la France et qui n'était pas présent en marque propre. Et il n'y a pas de lait français, en tout cas, dans le nord de la France. En termes de rentabilité, donc on a 18 sites logistiques en France aujourd'hui, et on en a 6 qui ont été rentables. Alors en CM3, donc si je reprends pour les termes qui sont parfois un peu techniques, donc CM1 pour nous, c'est contribution margin, donc marge contributive numéro 1, donc c'est la marge brute. Ensuite, vous avez la marge CM2 qui est la marge post-coût de livraison. La CM3, c'est la marge post-coût d'entrepôt. La CM4, c'est post-coût marketing. Et donc en juin, 6 entrepôts étaient rentables en post-opération, donc après les coûts de livraison et d'entrepôt. Il y avait encore un peu de coût marketing qu'on pouvait laisser. Et 5 étaient très proches, à 2-3 000 euros. Donc voilà. Et notre projet, depuis le début, c'est il faut qu'on pousse dans certains de nos sites, évidemment, à la rentabilité. On le fait par le développement de la gamme, etc., par le plus de clients. Et normalement, d'ici fin d'année, et s'il y a besoin d'un décalage, ça sera janvier ou février, eh bien, on sera rentable sur l'ensemble des opérations et même post-coût marketing. Et donc, c'est vraiment ce qu'on vise. Et toute l'entreprise est concentrée là-dessus, sans dégrader le service, ce qui est hyper important pour nous. Notre ambition, c'est avant tout, et on a monté ça, c'est régler le problème de l'usage unique en France. On veut être vraiment porteur de sens et investigateur là-dessus. L'année dernière, en France, on a fait 70% du réemploi B2C, donc ce qui est énorme, mais à la fois inquiétant, parce qu'il y a 100 milliards d'emballages en France chaque année. Donc nous, notre objectif, on ne fera jamais 100% de tout ça, on le sait, il y a une loi de marché, mais on veut viser 100 millions d'emballages en 2028, et ça devrait évidemment amener un chiffre d'affaires de 165 millions d'euros de revenus annuels pour 2028 chez le Fourgon. En tout cas, c'est la trajectoire qu'on vise, et on est très confiant parce que le fait qu'on ait un modèle où le panier progresse, l'offre progresse et que la fidélité soit toujours très stable, ça nous amène quasiment mécaniquement à amener faire ça. Donc voilà notre projet. On a du coup étendu notre série A sur cette base, comme le disait tout à l'heure Émilie, de 8 millions d'euros qu'on pourra pousser jusqu'à 10 maximum. C'est ce que notre AG a validé sur cet été. Et donc pour faire trois points, premier point, c'est l'augmentation de la gamme de produits. Je vous en ai parlé, ça c'est un vrai point qui est extrêmement fort chez nous. Pouvoir aller sur d'autres régions françaises. On n'est pas encore dans le sud de la France, en Île-de-France ou en Normandie. Et on va vouloir évidemment étendre le service à d'autres villes. Et ça, on le fera uniquement quand on aura passé évidemment les seuils de rentabilité CM4.
Donc, c'est dans les prochains mois. Et on veut se préparer à l'international. Pour nos amis belges, on a un vrai projet d'arrivée en Belgique dans les 8-9 prochains mois. Et donc, voilà, c'est évidemment notre envie d'aller plus loin et d'aller opérer évidemment ce service du fourgon plus loin évidemment qu'en France. Et après, lorsqu'on aura fait cette extension et closé cette extension, on voudra évidemment aller déployer plus fortement notre service parce qu'avec 10 millions d'euros, on ne fera pas les 4 pays dont les logos sont à l'écran. On aura un projet évidemment d'aller faire une très grosse série B sur l'année 2025 pour aller lever une somme autour de 20 millions, peut-être un peu plus, pour vraiment nous donner les moyens d'aller étendre encore plus le service et prendre des parts de marché fortement sur l'usage unique qu'on veut vraiment tuer. Merci à tous et à toutes. J'espère qu'en tout cas, j'ai été très clair. Je serais ravi de répondre à vos questions. Et puis, évidemment, merci à tous celles et ceux qui ont déjà confirmé une intention d'investissement. On est quasiment à 2 millions, comme le disait Émilie, et c'est super de voir une dynamique et de se sentir soutenu. Je vous le dis vraiment, dans un monde où l'impact est nécessaire, mais il n'y a pas beaucoup de présence et où, en tout cas, c'est la raison pour laquelle on a décidé de monter cette entreprise il y a 3 ans et demi. Bravo à vous, merci beaucoup pour ta présentation. On est plus de 120 connectés, donc c'est vraiment un plaisir d'être tous ensemble ici autour de cette levée de fonds. Donc pour rappel, le fourgon avait déjà effectué une première levée de fonds participative sur lita.co l'année dernière en obligation. Donc voilà, qui avait permis à 1500 personnes de participer et d'investir 3 millions d'euros. Donc il n'y avait pas forcément la place pour tout le monde. Donc je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont assez ravies de pouvoir participer à cette nouvelle opération qui est cette fois-ci en capital. Donc c'est en plus, comme on voit le potentiel de développement avec la série B prévue dès 2025, le fait de rentrer au capital dès maintenant via lita.co est une opportunité assez rare et unique de devenir actionnaire, de prendre une part du gâteau à ce moment-là, avant une revalorisation de la part très prochainement, à peine 1 an après l'investissement. Donc, on est ravis de collaborer encore avec le fourgon cette année. Là, à date, comme je le disais, on a près de 2 millions d'euros, donc ça va aller assez rapidement sur ces prochaines semaines. Donc pour rappel, l'investissement, donc il est en action à partir de 100 euros via lita.co. L'objectif minimum est de 2 millions d'euros, mais l'objectif max est fixé à 4 millions d'euros. Donc comme on a des intentions qui sont assez élevées, je pense que ça va aller assez rapidement avec une valorisation, on va en parler un peu plus en détail, mais qui a été fixée à 55 millions d'euros. Vous aurez tous les documents relatifs aux conditions d'investissement et aussi à l'analyse Lita qui seront à votre disposition sur le site dans les prochains jours. Donc, vous aurez tous les détails à ce moment-là, même du prévisionnel. Et les avantages financiers reliés à cet investissement, c'est une plus-value potentielle à la clé à horizon 5 ans, notamment par les potentiels de développement qu'on a pu voir dans la présentation de Charles. Et il y a aussi des clauses donc dans le pacte d'actionnaires qui sont prévues, qui permettent il y a une clause de rendez-vous prévue à 5 ans qui, du coup, incitera l'entreprise à proposer une sortie à ses actionnaires avec une clause de liquidité préférentielle. Donc, tout ça vous sera détaillé dans les documents. C'est éligible aussi à la réduction d'impôt à hauteur de 18% du montant investi, donc sur vos revenus 2024. C'est éligible aussi à l'apport cession et au plan épargne action à partir de 5 000 euros. Pour ces dispositifs fiscaux, si vous avez besoin d'accompagnement, d'un petit peu plus d'infos, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos équipes de conseillers qui pourront vous guider. Je pense qu'on peut rapidement passer aux questions parce qu'on a beaucoup. Donc, avec Madeleine, on va pouvoir te passer les questions. Charles, merci à tous par avance d'avoir posé vos questions. Alors, par quoi peut-on commencer? Donc, on peut peut-être commencer sur la partie développement. On a une question alors c'est un pseudo, Gros Nounours, qui pose une question sur corollaire. Est-ce que une nouvelle verticale B2B type consigne as a service où vous l'auriez votre expertise, technologie et logistique clé en main ferait sens? Alors sur le B2B, j'en parle un peu moins effectivement dans la présentation. Il y a déjà un élément, c'est qu'on a à peu près 10% de notre chiffre d'affaires qui est déjà B2B. C'est par exemple des bureaux, des associations sportives, des kermesses d'école. C'est de plus en plus un gros succès qui va être zéro déchet. Et ça représente déjà 10% de notre CA.
Et s'intéresse aussi le monde un peu traditionnel des bars, hôtels, restaurants qui se disent moi aussi je veux vraiment être zéro déchet, arrêter du plastique, passer par l'eau du fourgon, être plus local et avoir la flexibilité de me faire livrer chaque jour. Donc ça c'est déjà le cas. Sur le fourgon as a service, c'est dans notre tête totalement. Je peux pas en dire plus là, mais on a des discussions très sérieuses aujourd'hui. Vous avez peut-être suivi l'actualité sur Citeo qui a annoncé le retour de la consigne dans 4 régions test en France. Donc on est dans la bonne direction en France là-dessus, poussé par la loi AGEC, et on est très proche de tout ça. Donc oui, il va se passer des choses au travers de ça, parce qu'on est en capacité aujourd'hui de collecter dans plus de 2500 villes tous les jours, de trier des millions de bouteilles. On est les seuls à faire ça en France. Et donc, forcément, tout ça se valorise demain. C'est un vrai investissement. Merci Charles, je vais prendre le relais. Émilie, si ça te va, on va continuer sur des questions de développement. Tu as partiellement répondu dans ta présentation, mais ça peut toujours être utile d'y revenir. On a groupé plusieurs questions liées au développement du fourgon même, tant en termes de marque, de territoire. Et donc, je rassemble les questions de plusieurs investisseurs qui se reconnaîtront. Il y a des questions sur des partenariats, de savoir par exemple, est-ce que la marque C'est qui le patron va faire partie de votre gamme. Je groupe également, est-ce que des produits en vrac ou des plus gros contenants, par exemple des contenants type bidon, vont être disponibles? Et alors les gens sont très impatients de vous avoir à Paris, à Rouen, et apparemment il y a plein de producteurs à Clermont-Ferrand. Si jamais tu as des choses à dire et si tu as besoin que je répète les questions, n'hésite pas. Alors, sur les contenants, oui, on le fait déjà. Par exemple, sur le café, on a un contenant de l'équivalent de. On faisait déjà du café en grains, par exemple 300 grammes ou 400 grammes. Là, on a des contenants qui permettront d'avoir 3 kilos. Donc, on teste ce genre de contenant, évidemment, de plus en plus. Donc, oui, c'est des innovations qu'on fait. Et sur le vrac, on le fait du vrac indirectement conditionné. C'est-à-dire que le bocal de pâtes, c'est naturellement du vrac conditionné. Voilà. Par contre, vous choisissez pas le grammage, mais on a déjà, en fait, ça vient d'énormes big bags en fait qui sont du coup mis par des copackers dans des plus petits bocaux. Voilà, ces big bags sont réemployables par l'industriel, notamment le sucru, mais voilà comment ça fonctionne. Donc c'est déjà le cas. Donc oui, on fait énormément de travail. On a lancé, je parlais tout rapidement à la présentation sur 2 entrepôts, 2 villes, le sujet du chien et chat. On a une première gamme de chiens et chats qui a été mis en. Et là, c'est carrément une caisse qu'on livre. Donc oui, on est vraiment dans cette logique-là. Alors, la première partie de la question, redis-moi, c'était avant le territoire. Je peux parler du territoire, tu me rediras la première partie de la question. Il y avait le territoire, il y avait C'est qui le patron. Oui, alors voilà, surtout les producteurs, C'est qui le patron, on les a contactés il y a 3 ans. On n'a pas arrêté. Le problème, c'est qui le patron, c'est que c'est une marque et c'est pas un producteur. C'est-à-dire et c'est pas eux qui embouteillent. Ceux qui embouteillent, c'est une entreprise qui s'appelle LSDH. Et cette société avec qui on discute, on va probablement faire d'autres produits que le lait avec eux en consigné. Ils vont s'y remettre, mais ça prend du temps parce qu'ils n'ont pas les lignes qui permettent de mettre à haute fréquence du lait dans une bouteille en verre. Et donc, ça nécessite des investissements qui sont importants. Donc, en tout cas, pour la taille de cette entreprise-là. Donc, oui, on aimerait le faire, mais nous, on le fait indirectement. On fait, du coup, on le fait C'est qui le patron en mode le fourgon avec notre marque propre. Je prends l'exemple de cette laiterie qui s'appelle Les Prairies du Boulonnais, qui est donc dans le Boulonnais, dans le nord de la France. Et donc, ça va permettre de faire vivre 6 familles. On a un prix au lait qui est plus d'€1, parce qu'il y a si vous achetez un litre de lait à moins d'€1 en supermarché, il y a des gens qui ne vivent pas derrière. Donc voilà, on a vraiment conçu quelque chose où ça fonctionne dans la même démarche. Donc oui, ces démarches-là, on le fait. Et sur le territoire et où aller, Rouen, l'Île-de-France, etc., tout ça, évidemment, c'est dans notre tête. On veut le faire. Il n'y a pas une journée où on ne contacte pas pour n'importe quelle ville où on n'est pas encore là. Tout ça coûte de l'argent, malgré tout. Et donc, on aurait pu continuer à se dire, on ouvre à fond, sauf que malheureusement, un entrepôt, lorsqu'on l'ouvre, il n'est pas rentable en 3 jours. Vous l'avez compris, je pense, dans la présentation. Et donc, si à un moment, on veut évidemment pas mettre le risque, l'entreprise en tant que telle, il faut y aller par étapes. Donc, on a fait cette étape de couvrir 18 entrepôts en France, 2500 villes. On pousse tout ça à la rentabilité et ensuite, on va se remettre à réouvrir. Donc, oui, on va arriver. Clermont-Ferrand, c'est aussi sur la liste. Donc, voilà, on veut à peu près, on pense qu'on a 60 entrepôts à mettre en France d'ici 2028. C'est ça le projet.
Merci Charles. Je vais terminer sur les questions de développement parce qu'il y avait une question qui était liée au développement belge. Donc je lis la question de Pierre de Chastelier. Pour l'extension internationale, la Belgique est géographiquement proche, mais la vidange est un acte classique. Est-ce le bon candidat? Ah oui, c'est un bon candidat parce que je vais faire le parallèle avec l'Allemagne et cette entreprise s'appelle Flaschenpost qui s'est créée il y a 10 ans maintenant à peu près et s'est fait racheter 7 ans après voilà, par un industriel. Et cette entreprise faisait la livraison de boissons à domicile. Et en Allemagne, la consigne n'a pas disparu, donc consigne vidange hein, évidemment. Et donc ça les a pas empêchés d'exister. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même cet énorme problème qui est à un moment quand on a la consigne qui va revenir en France, il va falloir ramener ces contenants à un endroit. Et bah, c'est contraignant. Un peu comme son sac cabas. Posez-vous la question combien de sacs cabas vous avez chez vous. Alors, on en a plusieurs parce que de temps en temps on l'oublie, donc on en rachète un. Et donc fondamentalement, le fait d'avoir ce service-là va justement valoriser. Donc nous, le développement de la consigne, même en France, hein, de le mettre partout et que la consigne soit même en tous les supermarchés, c'est une vraie opportunité pour nous parce que forcément, ça va amener beaucoup de gens à se dire, bah, en fait, je vais passer par le fourgon parce que ça va être beaucoup plus simple pour moi. Et donc sur la Belgique, non, on n'est pas inquiet et justement, du coup, il y a un truc qui nous plaît bien, c'est qu'il y aura encore plus de producteurs déjà présents en consigné. Et donc, ça accélérera l'offre et nous permettre de le faire de manière, en tout cas, beaucoup plus facile qu'en France. Quand on a démarré, il existait quasiment rien en consigné, quoi. Il a fallu transformer les producteurs. Merci Charles pour tes réponses. On a une question là, toute récente sur le développement aussi, concernant une question d'Hugo. La brasserie du Mont Blanc fera-t-elle partie de la gamme? On les a rencontrés il y a 6-8 mois. C'est assez marrant sur cette transformation. On a des gens qui sont... on les rencontre, 3 semaines après, ils ont changé. Je pense à un premier producteur de vin il y a 3 ans qu'on a rencontré. 3 semaines après, il nous dit voilà, j'ai testé, j'ai changé mon étiquette pour qu'elle soit soluble, j'ai changé ma colle pour qu'elle soit soluble, donc que ça soit lavable. J'ai vérifié que le format était à peu près le format standard que vous demandiez. Donc, et tout ça est allé très vite. Et on a d'autres qui mettent beaucoup plus de temps. Donc, Brasserie du Mont Blanc s'est fait racheter il y a 1 ou 2 ans de mémoire par des Belges. Hein, et donc, il y a peut-être possibilité qu'ils s'y mettent, mais je sais que leur priorité, pour avoir écouté un podcast récent, c'est le développement international. Donc, quand on veut mettre une bière à l'autre bout du monde, c'est pas très écolo. Donc, à un moment, peut-être que c'est pas dans leur priorité d'impact. Mais on serait ravis de l'avoir parce que sur la région de Grenoble, Lyon, bah, c'est une bière qui se vendrait très bien, qui est très bonne. Et donc, voilà. Donc, à eux, voilà. Donc, on pousse tous les jours, on pousse. Voilà. Ça marche, merci. On va passer à des questions plutôt, cette fois-ci orientées sur la partie financière BP. On a des questions notamment d'Étienne qui dit bonjour. Quelle est la part de CA de chaque segment de votre gamme, que ce soit marque, locale ou en propre? Alors, il faut faire attention parce qu'il y a du recoupage, parce qu'une marque, enfin un produit marque propre peut être local. Hein. Donc voilà. Donc, mais grosso modo, on a plus de 50% de nos produits qui sont locaux, hein, donc en tout cas en vente. Et donc sur la marque propre, je disais c'est 18% de nos ventes aujourd'hui. Notre objectif, c'est vraiment de rester à plus de 50% des ventes en local. Ce qui peut être un peu périlleux avec l'élargissement de la gamme parce que c'est très difficile de trouver un producteur de pâtes, hein, si je prends cet exemple-là, dans le nord, dans l'ouest, etc., qui est prêt à se remettre à la consigne et qui arrive quand même à avoir une forme d'industrialisation première pour que, évidemment, que le prix de la pâte ne soit pas 5 fois le prix en supermarché parce que du coup, ça ne se vendrait pas. Donc, voilà, il y a des moments où on est obligé de passer par un chemin qui est... je prends l'exemple récemment du jus de pomme, hein, qui était quelque chose, lorsqu'on a lancé en marque propre, le jus de pomme, c'était au départ qu'un seul producteur qui nous l'a fait, parce que c'était une façon de démarrer. Et très rapidement, mais ça permettait d'avoir une bouteille circulaire, hein, comme j'expliquais, ça a du bon aussi de le faire dans ce sens-là. Et très rapidement, notre producteur du Nord nous a dit super, eh bien, maintenant je suis prêt à embouteiller votre marque propre dans le Nord, du coup on est encore plus local. Donc on a cette approche où on ne cherche pas à être parfait, c'est-à-dire on ne cherche pas à être le top du top, très militant dans l'approche, on cherche beaucoup plus à être engagé et faire avancer les choses. Et en faisant avancer les choses, bah, ça nous permet de corriger et d'arriver à un truc qui fonctionne, quoi. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu sur les pourcentages, mais voilà, par rapport, je pense que c'est bon.
Oui, merci. N'hésitez pas, Étienne, à nous dire si c'est bon pour vous. On a une question de Pierre-Louis. À quel niveau de chiffre d'affaires par entrepôt atteignez-vous le point mort? Il faut globalement alors, je vais répondre un truc un peu global, mais après, il y a des spécificités. Le loyer de Metz, c'est malheureusement pas le loyer de Bordeaux. Donc, voilà. Mais donc, et puis le taux de marge peut être différent. Voilà, le panier moyen peut être différent. Mais globalement, on compte à peu près à partir de 150, 170 000 euros par mois. Un entrepôt peut atteindre, enfin, c'est à peu près ça qu'on vise. Mais il y en a qui vont atteindre un peu plus vite. Voilà, pour donner à peu près un ordre d'idée. Oui, et d'autant plus que le détail des chiffres, en tout cas réalisés, mais aussi des comptes prévisionnels, sera disponible dans le dossier d'investissement qui sera mis à votre disposition sur le site. Vous aurez tous les détails. Ça répond aussi à la question de Clément qui disait merci pour la présentation et qui voulait un peu plus d'infos sur les marges générées par produit et par entrepôt, ainsi que les coûts marketing. Je pense qu'on pourra voilà, il y aura toutes les infos dans le dossier. Je ne sais pas si Charles, tu veux ajouter un mot Je là-dessus. peux répondre très, très global, mais effectivement, pour ne pas rentrer dans trop de détails qui serait très long, mais on a à peu près une marge de distributeur qu'on fait qui est autour de 31% aujourd'hui, donc ce qui nous permet de vivre et de payer du coup le reste. Donc c'est très correct, mais on fait très attention à ne pas être décorrélé du prix du marché, parce que si on était à 45% de marge, là, peut-être qu'on aurait beaucoup moins de clients qui considéraient que c'est sympa le réemploi, mais c'est quand même très cher. Donc, on essaie de faire attention à ça et d'avoir un positionnement de prix sur des produits équivalents très proches de celui du supermarché. Ça ne veut pas dire qu'on est les moins chers. Je voyais une pub ce week-end à la télé par hasard d'un jus de fruits Paprika vendu par Intermarché à 0,85 centimes. Un jus de pomme, en fait, ça marche pas. C'est un produit qui est produit concentré, donc on ne vendra pas ce genre de produit chez le fourgon. Par contre, un vrai jus de pomme à 2,20 €, ça, on sait faire. Et ça, c'est très bien placé. Local, bio, voilà. Donc, ça, on sait faire. Donc, on a ce positionnement de prix juste pour le consommateur, pour le producteur et pour nous, en essayant d'avoir un respect très proche du supermarché. On dit généralement, pour 60 € de panier, vous payez maximum 1 € de plus, quoi. Voilà, en moyenne. Et donc sur les autres chiffres, voilà, je parlais de la marge brute et puis et après, je ne sais pas s'il y avait une question. Non, mais voilà. Donc Non, mais bon, c'était après les coûts marketing où je pense que les coûts marketing, on a un coût d'acquisition qui oscille, enfin qui est autour de 50 € voilà, à peu près. Ça oscille d'un mois à l'autre. Il y a des mois où c'est beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur l'acquisition au sens large. On a à peu près autour de 50 € d'acquisition, ce qui fait qu'on a un payback, si je parle un peu en anglais, dès 3-4 mois, quoi. Voilà. Très bien, merci pour tes réponses. On peut passer, je pense, aux questions sur la concurrence. On a pas mal de questions aussi. Oui, merci. Et on rappelle évidemment à tous les investisseurs, en tout cas pour toutes les questions financières, que tous ces détails seront repris dans le dossier d'investissement avec plan financier détaillé, projection, etc. Donc vous aurez également la réponse à vos questions dans ce document qui arrive dans les prochains jours. Alors, sur un thème effectivement un peu plus concurrence, d'abord, c'est une question plus large, Charles, mais de voir un petit peu au niveau du fourgon et pour toi, ce que vous pensez et quel est peut-être votre input à ce niveau-là, au niveau de l'uniformisation et la standardisation des contenants en France. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça avance? Où est-ce qu'on se situe à ce stade-ci? Si tu as quelques propos à partager sur ce sujet-là, c'est une question de Vincent Vidal. Oui, sur la standardisation, c'est évidemment clé pour que évidemment il y ait plus de circularité. Donc ça, c'est évidemment important. Il y a deux axes là-dessus pour la standardisation. Il y a le premier axe, c'est le volume. Et nous, on est les premiers acteurs de cette standardisation. J'expliquais, par le volume, on arrive à quasiment imposer des formes de standards aujourd'hui à certains producteurs en disant c'est ça qu'il faut prendre maintenant parce que c'est ce qui permettra à tout le monde d'être beaucoup plus circulaire, de baisser le coût du nettoyage, baisser le coût de la collecte, du tri, etc. Donc ça se fait par le volume. Et à côté de ça, il y a Citeo qui œuvre beaucoup dans le fait de refaire des emballages standards. Il y a des bocaux, des bouteilles qui ont été validées par Citeo. Ça prend évidemment un peu plus de temps qu'une start-up, c'est normal. Ils travaillent aussi avec des industriels, mais voilà, c'est les deux parallèles qui permettent d'aller vers ces standards-là. Et voilà. Et nous, aujourd'hui, on devient propriétaire de plus en plus de nos propres bouteilles et bocaux sur nos marques propres, ce qui nous permet évidemment d'être encore plus intéressant d'un point de vue rentabilité, le nettoyage coûtant moins cher que l'achat de la bouteille neuve, du bocal neuf. Donc on est plus en plus, en tout cas là-dessus, on a, je ne sais plus le chiffre, mais des centaines de milliers de bouteilles maintenant qui nous appartiennent. Et ça, on crée notre pool à nous.
un peu comme sur les palettes. D'accord, merci. Est-ce que une question de Jean-François Richard est de voir si la collecte de verre qui se met en place dans les grandes et moyennes surfaces, est-ce que ça a une incidence pour vous, pour le fourgon? Non, c'est très bien. Oui, ça sera une incidence positive parce que probablement que certains vont vouloir qu'on les aide à collecter et trier. Et donc ça, c'est un premier axe. Et deuxièmement, pour un consommateur, c'est toujours plus embêtant de ramener des choses à un endroit. J'expliquais tout à l'heure sur le sac cabas, par exemple, c'est quand quelqu'un vient la chercher chez soi gratuitement en livrant une commande, il y a le service et ça va régler le problème. On a quasiment une commande sur 7 qui est laissée devant chez le client, qui décide de laisser la commande devant chez lui. Quand vous avez, moi à titre personnel, je laisse mes caisses devant chez moi et que j'ai cette inversion, en termes de service, vous n'avez pas mieux. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous en passer. Donc voilà. Donc tester le fourgon, c'est l'adopter. Et alors, j'ai une dernière question plutôt de développement dans le futur qui nous vient de nouveau de Monsieur Grenounours, qu'on remercie pour ce très chouette pseudo. Imaginez qu'un gros groupe type Auchan vous fasse concurrence, il vous ferait concurrence s'il décidait de proposer au sein même de leur enseigne une offre consignée pour ainsi des personnes qui vont profiter de tarifs supermarché à un public qui est déjà présent. Comment est-ce que vous envisagez cette concurrence? Comment est-ce que vous l'aborderiez? Ah non, on serait ravis de l'avoir. Encore une fois, je reprends l'exemple de la bouteille. Il va falloir revenir les ramener et donc forcément, ça va mettre en avant des acteurs comme nous avec le vrai service au cœur. Donc, on serait ravis d'avoir cette concurrence-là. Et deux, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 100 milliards d'emballages en France, si je parle juste de la France, qui sont utilisés chaque année à usage unique. Et donc, il faut qu'on change ça. C'est 5% du CO2 à peu près pour un Français. Donc, plus les acteurs se mettront à ça, plus ça fera bouger les lignes, plus on arrivera à avoir des industriels qui s'y remettent. Et nous aussi, on pourra acheter ces industriels-là. Et comme on aura du volume, on achètera correctement et on sera bien se positionner. Donc, je ne suis pas du tout inquiet. Je trouve que c'est plutôt une belle opportunité de le faire. Et le fourgon as a service, comme je disais, je ne sais plus quelle personne tout à l'heure, on aura probablement une carte à jouer là-dessus. Pour ceux et celles qui ont déjà vu une usine de tri de bouteilles, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de gérer. C'est une des raisons pour lesquelles ça a disparu en France. Ils ne voulaient plus gérer. Donc on a dit, c'est à la collectivité de gérer, on va mettre des usines de recyclage, etc. Donc voilà, il y aura besoin de personnes pour faire ça. Merci Charles. Je vous propose qu'on passe à une partie plus impact, aussi qui est bien l'ADN du fourgon. On a quelques questions à ce sujet, notamment de Madame Joke Blocks. Encore un pseudo peut-être. Merci pour votre question. Quels sont les produits utilisés pour nettoyer les bouteilles en verre? Sont-ils également respectueux de l'environnement? Lorsque vous faites appel à une entreprise locale, avez-vous un impact sur le processus de nettoyage? Et si oui, comment les choisissez-vous? Alors oui, évidemment qu'on est à la fois très proche des différentes entreprises, de la consigne, bout à bout, ma bouteille s'appelle revient. Voilà. Donc on est très proche de ces sociétés-là parce que elles-mêmes ont besoin de nous. On fait souvent 70% dans le volume, donc elles ont vraiment besoin de nous sur la démarche évidemment pour que leur laveuse tourne. Et après, à côté de ça, elles-mêmes ont les mêmes démarches que nous sur le respect de la biodiversité, le respect du carbone, et donc ils sont vraiment à utiliser le minimum de la soude, donc le minimum de soude, la température la plus adaptée pour que évidemment on chauffe pas trop, que ça soit chauffé pas par du gaz mais plutôt par des pompes à chaleur. Enfin tout ça, voilà, sur des circuits non fermés. Donc ils sont vraiment là-dessus. Et nous on les audite aujourd'hui, notamment sur nos propres produits, pour qu'on puisse évidemment aussi évidemment avoir une forme de garantie, que la responsabilité elle soit forte et qu'on n'ait pas n'importe quoi qui soit fait derrière, même si on est en partenariat très fort. Donc voilà comment ça fonctionne. Et évidemment d'un point de vue environnemental, je reprends l'étude que nous on a faite, l'analyse de cycle de vie qu'on pourra peut-être repartager, qui est sur notre site. Si vous tapez ACV le fourgon, donc c'est nous qui avons payé des experts pour faire toute l'analyse de cycle de vie d'une bouteille, et on la comparait au plastique, à l'aluminium, etc., au Tetra Pak. Et en fait, des 3 utilisations, on est meilleur. Et cet indice de toutes les 3 utilisations, il prend le carbone, il prend la biodiversité, il prend tout, et il prend évidemment
le cycle du nettoyage, le transport, il prend vraiment tous les indicateurs. Et cette étude a été réauditée par des experts extérieurs qu'on a dû repayer voilà, pour montrer qu'on était très neutre dans le sujet et qu'on n'était pas là à orienter la réponse. Donc voilà, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup d'industries du plastique, hein, pour info, quand on voit les résultats des études. Donc voilà. Merci pour tes réponses. Donc, Madame Joke avait aussi une précision. La nature des produits de nettoyage, c'est donc un critère pour vous de sélection, du coup, auprès des entreprises de nettoyage? Il n'y en a pas 50 000 des entreprises de nettoyage. Donc, non, en fait, malheureusement, ça ne peut pas être un critère parce que sinon, on n'aurait personne pour laver. Donc voilà. Mais par contre, c'est un critère pour nous dans le respect de la biodiversité, dans le respect de que ça soit bien propre, qu'on puisse bien la réemployer, qu'il n'y ait pas de bactéries qui restent. Hein, ça, c'est aussi un sujet. Hein, que du coup, il y ait bien que le produit, s'il est fendu, il soit bien écarté, donc voilà, avec des mireuses. Donc, tout ça, on est très proche de ces entreprises-là et on se parle tous les mois sur ces sujets pour que tout progresse. Et eux ont pas intérêt, si je mets le côté négatif, à faire n'importe quoi, parce que s'ils font ça, on se tire tous une balle dans le pied. Hein. Les lobbies du plastique, ils reviennent à pleine balle. Hein. Donc voilà. Très bien, on a une question d'Étienne qui paraît plutôt sur votre transparence au niveau de vos fournisseurs de la marque en propre. Est-ce que vous prévoyez un affichage du coup de vos fournisseurs? Alors, on le fait. Alors, pas sur tous les produits. On a des sujets étiquettes, voilà, de place, etc. Et c'est pas du tout. Donc, on essaie de le faire le maximum, en tout cas, dès qu'on peut. Mais en tout cas, on le précise normalement sur les fiches produits. Donc, on a cette transparence là-dessus. Voilà, sur nos bières notamment, les logos des brasseries sont bien présentes. Et donc, on essaie d'avoir cette transparence et pour le coup, de faire ça en France, hein, évidemment. Donc, et évidemment, après, en local, comme j'expliquais tout à l'heure sur le jus de pomme, pour revenir évidemment sur des embouteillages locaux. Merci pour tes réponses. On a beaucoup de questions au sujet des conditions de la levée de fonds. Donc, je vais peut-être passer le relais, Madeleine, pour les prochaines. Je suis avec vous dans 3 secondes, le temps de prendre la première. Je vais grouper différentes questions par rapport tant à la rémunération du capital que de la sortie. Alors, on a en fait plusieurs personnes qui globalement nous demandent quelles sont les options de sortie, de revente à terme, dans quel horizon de temps? Est-ce qu'il y a déjà des acteurs potentiels pour un rachat futur qui sont identifiés? Et alors, je groupe après ces questions sur la sortie, je rajoute également la question de Nicolas Genot sur le retour sur investissement éventuellement envisagé. Voilà, est-ce que vous avez déjà des choses prévues, des choses à dire à ce sujet-là? Alors, je vais répondre par différents axes. Premier axe, je parlais tout à l'heure de Flaschenpost, qui est l'acteur allemand. Ils faisaient 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils se sont fait racheter 1 milliard par un industriel qui s'appelle Dr. Octer, qui est un équivalent Procter & Gamble ou Danone, ou c'est l'équivalent. Donc, un industriel de l'industrie du food. Donc, voilà, potentiellement demain un industriel pourrait se dire je veux être en direct consommateur, j'ai besoin d'une opération, enfin quelqu'un pour opérer la livraison, donc ça pourrait être un play de sortie. Il pourrait y avoir des retailers hein, évidemment qui pourraient s'intéresser à dire en fait j'ai loupé le coche de la livraison, je suis pas bon en drive, la livraison c'est comme la suite. Posez-vous une question, est-ce que vous avez du plaisir à aller dans un supermarché ou un hypermarché le week-end ou en semaine? Moi, perso, pas. Et je pense que les générations de demain, ça sera de plus en plus le cas. C'est une certitude. Donc, la livraison va prendre de plus en plus de part, en tout cas de marché au retail physique. Et voilà, un retailer, il pourrait très bien avoir un acteur de la logistique pure hein, qui se dise, voilà, moi j'ai besoin de capacité de livraison, de capacité logistique. Et donc, le fourgon peut, voilà. Donc ça, c'est un peu ou un pure player qui arrive et qui... un pure player internet qui dit ok je veux rentrer plus physiquement sur un pays comme la France, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne ou si on est présent demain là-bas. Donc ça c'est les options de sortie. Il n'y a aucune garantie évidemment là-dessus. Enfin, vous devenez actionnaire du capital de l'entreprise. Il y a une clause de rendez-vous à 5 ans, donc qui permet évidemment de remettre les actionnaires sur la table et de dire bah voilà,
Est-ce qu'il faut que la boîte qu'on fasse une opération de sortie? Est-ce qu'il faut qu'on ait un nouveau fonds qui vienne racheter des existants? Voilà. Donc ça, en tout cas, il y a la clause de rendez-vous. La certitude qu'on a, nous, c'est que le fourgon a une capacité de faire x10, x20 dans les 5 prochaines années, en tout cas en termes de valorisation, avec les volumes qu'on va faire en rapport à ce qu'on a vu sur l'allemand et sur l'importance qu'aura la consigne dans la consommation française demain, si on parle pur financier. Et que d'ailleurs, on n'en a pas le choix que d'avoir cette ambition-là, parce que si on est trop petit, on n'intéressera pas. Donc, c'est hyper important qu'on ait cette ambition forte de croissance, et c'est pour ça que on a levé de l'argent depuis le début de l'entreprise, pour qu'on s'est endetté, l'obligation avec l'État il y a 1 an et demi, parce que c'est de l'infrastructure et c'est coûteux, et si on veut changer la donne en termes d'impact et en termes de business, il faut forcément avoir les moyens de le faire. Donc voilà, donc voilà pour essayer de répondre à peu près à la question d'horizon de sortie de Thierry. Mais nos investisseurs qui sont rentrés il y a tout début, il y a 3 ans et demi, sont très heureux d'être actionnaires du capital du fourgon, tant par la fierté d'essayer de changer les choses et de supprimer le plastique de nos corps, parce qu'on mange trop de plastique aujourd'hui en tant qu'être humain, ça pose des vraies problématiques de santé, que sur la planète. Et derrière aussi de dire, oui, financièrement, aujourd'hui, ça a pris de la valeur, c'est des valeurs de marché et qui font que potentiellement, demain, oui, je serais peut-être heureux financièrement. Donc ça répond aussi à des questions qui étaient justement liées à est-ce que les investisseurs historiques participent à ce nouveau tour de table? Donc c'est bien le cas. D'ailleurs, on peut citer Teampact Venture, la Post Venture, enfin voilà, certains fonds de renom qui sont déjà au capital et qui remettent au pot. Donc ça montre quand même un vrai gage de confiance des investisseurs historiques. On a d'autres questions, donc notamment est-ce que c'était prévu dès le départ de faire 3 ou 4 levées de fonds? Donc c'est une question de Vincent. Ce qui était certain depuis le départ, c'est que on voulait pas créer une épicerie, sans que je sois négligent sur la notion d'épicerie. C'est que si on voulait changer les choses, il fallait avoir de l'ambition et malheureusement, louer un entrepôt, mettre des dépôts de garantie, mettre des racks, acheter des centaines de milliers de caisses, acheter des véhicules, embaucher des gens, c'est coûteux. Et l'infrastructure, c'est coûteuse. Mais presque, c'est normal. Si on est tous d'accord pour dire qu'on doit baisser notre impact en termes de carbone en France et dans le monde, ça ne se fera pas par du logiciel SaaS, malheureusement. J'adorerais que ça soit le cas. Et donc, si on ne va pas investir dans l'infrastructure, ça ne marche pas. Et malheureusement, l'infrastructure, ça coûte. Une ligne de tri automatisée telle qu'on l'a, avec différents modules qu'on est en train de construire, enfin qui existe déjà, mais qui est en train de construire tel qu'on le veut dans les 8 prochains mois, c'est des investissements de 900 000, 1 million d'euros quasiment. Donc, forcément, on a besoin de faire ça. Et donc, oui, indirectement, on savait qu'avec le fourgon, on rentrait dans un espèce de tunnel de 5 ans où il va falloir super bien exécuter, avoir la super équipe. Je pense que ça, on a bien coché la case. Mais en même temps, être en capacité, évidemment, de lever des fonds, que ce soit par les banques ou par, évidemment, de l'equity classique en action. Parce que sans ça, on n'arrivera pas, évidemment, à passer les seuils minimum de rentabilité qui permettront de passer l'étape d'après. Donc, pour l'instant, le projet se passe comme il doit se passer, et ça nous donne encore plus d'espoir et d'envie pour la suite. Merci. On a une question de Baptiste qui justement pose des questions autour de la valorisation et quel organisme a estimé la valorisation à 60 millions. Donc elle est exactement, il me semble, fixée à 57 pour être précis. Comment a-t-elle été définie ? En fait, assez simplement. L'année dernière, on a fait une série A de 10 millions d'euros il y a 1 an, et on a eu plusieurs offres d'investisseurs, et donc cette valorisation d'il y a 1 an était en pré-monnaie de 40 millions. Donc, fondamentalement, les calculs ont été faits à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires. Là, le calcul sur l'entreprise se fait surtout sur le chiffre d'affaires, on n'est pas encore rentable. Et donc, on a réappliqué globalement le même calcul pour cette année avec les investisseurs historiques pour rester dans quelque chose de cohérent. On ne voulait pas à la fois un truc en dessous, ça n'avait aucun sens. La boîte a fait plus de 80% de croissance et a progressé sa marge brute de plus fortement. Donc logiquement, on aurait dû avoir même un premium, et on ne voulait pas l'avoir parce qu'on est dans ce tour intermédiaire avant la série B, comme j'ai expliqué tout à l'heure.
Et donc, on veut rester cohérent par rapport à un futur investisseur et par rapport aux investisseurs existants. Donc, voilà à peu près comment ça a été construit. Donc, 57, donc évidemment, tout à fait rationnel par rapport à tout ça. Tout à fait, et surtout, notamment avec le potentiel de développement à venir. On a une autre question de Louis qui est sur la composition de la gouvernance aujourd'hui, de la capitalisation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle serait la capitalisation post-levée avec les investisseurs historiques? Alors, on parle de la capitalisation, on parle de l'organe de gouvernance peut-être. C'est ça la question. Oui, du pourcentage de détention capitale des Oui. acteurs post-levée. Alors, on ne sera plus, nous, majoritaires, les 3 cofondateurs. Hein, donc, voilà. Fondamentalement, on a une gouvernance aujourd'hui avec un board, hein, comme beaucoup d'entreprises, dans lequel on a un investisseur historique, des investisseurs business angels qui sont là depuis le début et très experts sur certains sujets. Donc, voilà. Et puis, on a l'ITA, d'ailleurs, qui siégera au conseil. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est une forme de représentativité que vous allez avoir. Et donc, fondamentalement, si on fait 3 millions d'euros sur base de, au final, ça fera 68 millions post-monnaie, donc ça fait un 3 millions sur 68 en pourcentage, quoi. Voilà. En tout cas, oui, la part réservée aux investisseurs, l'ITA, sur ce tour de capital est autour de 5 ou 6%, mais en tout cas, vous aurez tout le détail de cette table dans les documents. Prochainement disponible. Je vois que l'heure passe, on a encore quelques minutes. Donc pour rappel, l'ouverture des souscriptions est prévue très prochainement sur l'ITA, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre problème pour créer votre profil investisseur sur l'ITA si ce n'est pas encore le cas, car vous ne pourrez pas investir si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme. Est-ce qu'on a d'autres dernières questions qu'on pourrait prendre? Et sinon, vous inquiétez pas, on vous fera un retour par mail juste après le live. Vous êtes très nombreux encore, donc il y en a encore pas mal. J'ai vu, il y a des questions sur la tournée, parce que c'est ressorti plusieurs fois, j'ai l'impression. Ah oui, peut-être un petit mot. Ouais, donc il y a 3 acteurs en France aujourd'hui sur le réemploi tel qu'on l'aborde, hein, sur la livraison. Il y a la tournée qui est uniquement à Paris, qui avait 2 entrepôts, qui n'en a plus qu'un. Et puis, il y a une boîte qui s'appelle Dreamdong, voilà, qui opère un peu dans un modèle B2B. Mais voilà, on est bien plus gros que voilà, la tournée est 15 fois plus petit que nous à peu près. Mais on ne voit pas ça d'un mauvais œil, c'est-à-dire qu'ils ont la même mission que nous. Alors, parfois, ça crée des divergences, des dissonances internes où forcément, voilà, la tournée s'inspire beaucoup de ce qu'on fait. Mais on n'est pas à Paris et peut-être qu'un jour se posera la question de faire des choses ensemble. Donc voilà, moi je m'entends très bien avec la cofondatrice. Donc voilà, c'est notre combat. Il ne faut pas se tromper. Avoir de la concurrence, c'est très bien. Notre combat, c'est l'usage unique, c'est le plastique. Et donc, c'est comment on remplace ça par du réemploi. Et là, il y a un énorme marché parce que je suis certain que beaucoup d'entre vous vont encore au supermarché acheter de l'usage unique. Et donc, c'est comment on fait passer les consommateurs vers le réemploi. Merci pour tes réponses. Je vais prendre une dernière question de Nicolas qui demande s'il y a des dividendes annuels qui seront prévus pour les actionnaires à ce stade. Pour qu'il y ait dividendes, il faut qu'il y ait résultat. Voilà, donc on n'est pas dans le genre d'entreprise qui créent de la dette pour faire le résultat. Mais fondamentalement, si un jour le projet devient très rentable et au vu des courbes et du BP, on va devenir une entreprise très rentable prochainement, et il faut encore investir, et bien on pourrait très bien se dire finalement peut-être qu'il y a un modèle de dividende qui se met en place, etc. Donc, mais c'est clairement pas au programme dans les 5 prochaines années pour l'instant. Oui, c'est pas prévu tout de suite. Je vais conclure par une toute dernière question qui concerne plutôt les risques de manière générale, posée par Agnès Salé. Quels sont les principaux risques que vous avez identifiés ou qui pourraient rendre compliqué l'atteinte du CA que vous avez mentionné pour 2028 et donc tous les plans de développement qui en dépendent également? Merci. Alors, sur l'atteinte du CA, il y a un sujet de développement territorial. C'est-à-dire que dans ce chiffre d'affaires 2028, on a prévu d'ouvrir beaucoup d'entrepôts, beaucoup de nouvelles villes. Si on décide et si on n'a pas les moyens de lever une série B demain, même si on est confiant à ce stade, on va moins faire de progression. Donc, on aura évidemment un chiffre d'affaires qui va progresser moins rapidement
on aura tout simplement moins de sites. Ça, c'est assez logique. Donc ça, c'est un des points. Donc le risque, est-ce qu'il est dans notre capacité à faire une belle levée de fonds l'année prochaine, entre 20 et 30 millions d'euros. À ce stade, on a beaucoup de fonds de série B qui s'intéressent à notre modèle. Ils ont besoin de nous voir passer ce seuil de rentabilité et un volume d'affaires de 30-35 millions d'euros. Voilà, où je vous disais qu'on était plutôt à 24 millions aujourd'hui annualisés. Donc voilà, une part de risque serait on n'arrive pas à lever les prochaines fois. C'est un vrai sujet. Une autre part de risque serait peut-être demain voilà, une problématique sur certains produits qu'on aurait du mal à faire passer avec des prix corrects, donc ferait qu'on aurait des problématiques d'acquisition de nouveaux clients. Voilà, l'opportunité pour moi de la consigne au sens large ailleurs, c'est une opportunité. Donc, voilà. Depuis le début, cette entreprise, il y a deux sujets qui sont clés pour nous, vraiment. C'est la partie financière, qui est un énorme sujet, j'en ai parlé tout à l'heure, et il faut que les boîtes dans l'impact arrivent à se financer. J'ai vu hier, malheureusement, quelques entreprises dans la seconde main qui ont fermé porte, et parce que, malheureusement, c'est ces entreprises qui n'arrivent pas à passer les seuils, et le modèle est pérenne à terme, mais il faut le soutenir au début, parce qu'ils ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu, les mêmes règles légales, vraiment que les entreprises traditionnelles. Donc ça, c'est un vrai point. Donc le risque financier, il est là. Et après, il y a un risque humain, nous, dans notre métier, où on est 320 collaborateurs, et comme toute entreprise, et en ce moment dans 2-3 villes, on a du mal à livrer le jour même, parce que il y en a 3 qui se sont pointés le matin et qui avaient mal aux cheveux. Et donc, qui ne sont pas pointés du coup. Et donc, je tire le trait évidemment. Et donc, c'est comment on a une vraie culture managériale dans l'entreprise qui soit très forte. On n'est vraiment pas mauvais, hein, mais c'est un énorme enjeu chez nous de se renforcer sur cette structure managériale. Et on investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour que justement, on soit les meilleurs du monde là-dessus. Mais l'humain n'est pas parfait, donc parfois, il y a des pattes. Merci pour ta transparence sur ces sujets. Vous retrouverez aussi toutes les raisons qui ont été identifiées par Lita qui poussent du coup à vous inviter à investir dans le fourgon, et aussi les risques identifiés. Voilà, ça sera disponible sur la page de la levée de fonds sur lita.co. Dans les prochains jours, restez connectés car c'est imminent. Merci à toutes et tous pour votre participation, pour vos questions. Merci Charles pour ton temps. Merci Madeleine aussi. Et je vous souhaite peut-être si tu as un mot de la fin, Charles, avant qu'on clôture. Bon, merci à toutes les deux. Merci à tous et à toutes pour votre temps, et avoir une centaine de connectés en live sur un sujet qui est vraiment clé pour nous, qui est de changer la façon dont la consommation se passe en France. On a besoin de soutien, donc merci vraiment pour votre disponibilité, et à tous ceux et celles qui nous soutiendront, ou qui ont peut-être déjà soutenu déjà en tant que clients. Merci, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Donc la force du collectif, on y croit beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.